Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour clore cette session d'actualité. Alors, l'actualité sociale cette année, c'est la question du pouvoir d'achat et du retour de l'inflation en France à un niveau inédit autour de 6% qu'on n'avait pas connu depuis les années 80. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a pris cet été une batterie de mesures issues de deux lois. Et l'idée pour moi, c'est de vous présenter les principales mesures sociales de ces deux lois. Quelles sont ces deux lois? La loi pouvoir d'achat du 16 août 2022 et puis la loi datée de la même date, toujours du 16 août 2022, de finances rectificatives pour 2022. Alors, je serai bref, d'abord parce que je manque de dents, ensuite parce que vous avez été épuisés par les intervenants précédents et parce que j'ai l'espoir un peu fou, certes, de raviver quelques minutes seulement la flamme de votre attention pour la laisser retomber et mourir tranquillement à l'heure du déjeuner qui aura été bien méritée. Alors, commençons maintenant par les principales mesures sociales de la loi pouvoir d'achat. Il y en a trois. La prime de partage de la valeur, le déblocage anticipé de l'épargne salariale et le développement de l'intéressement. Puis on reviendra ensuite sur les principales mesures de la loi de finances rectificative pour 2022, à savoir le rachat majoré par l'employeur des jours de repos et l'amélioration de la prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail. Commençons donc par les principales mesures de la loi pouvoir d'achat et plus précisément par la fameuse PPV ou prime de partage de la valeur. Alors cette prime de partage de la valeur, en fait, elle remplace l'ancienne PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été instituée fin 2018 et reconduite à plusieurs reprises et réservée aux salariés dont la rémunération n'excédait pas 3 SMIC. Alors quelles sont les principales caractéristiques de la PPV? D'abord, gardez en tête que c'est un dispositif pérenne avec un régime particulier qui va s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2023. Toutes les entreprises sont concernées, de même que tous les salariés, pour autant qu'ils soient liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, du dépôt de l'accord PPV ou de la décision latérale de l'employeur mettant en place cette PPV. Le versement de la prime peut être réservé à certains salariés seulement, ceux dont la rémunération n'excède pas un certain plafond. Gardez aussi en tête que les salariés intérimaires, comme les salariés des entreprises utilisatrices, peuvent bénéficier de la PPV. Dans le cas des salariés intérimaires, c'est l'entreprise de travail intérimaire qui devra verser la PPV. Les montants de la PPV ne doivent pas dépasser certains plafonds pour pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale et sociale. Le plafond est de 3 000 € pour toutes les entreprises, mais ce plafond peut être augmenté jusqu'à 6 000 € dès lors que l'entreprise qui met en place la PPV a déjà mis en place un accord d'intéressement ou a mis en place volontairement un accord de participation. Attention, la PPV, c'est comme l'intéressement, ça ne peut pas se substituer à un élément de rémunération déjà existant. Quel est maintenant le régime social de cette PPV? En fait, il faut distinguer selon la date de versement de la PPV, 2022-2023 ou à compter du 1er décembre 2024. Si la PPV est versée en 2022 ou 2023, il faudra distinguer selon le montant de la rémunération du salarié qui reçoit cette PPV. Inférieur à 3 SMIC, supérieur à 3 SMIC. Si la rémunération est inférieure à 3 SMIC, la PPV est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et de forfait social. Si en revanche elle est supérieure à 3 SMIC, il y aura exonération de cotisations sociales, mais CSG-CRDS et forfait social seront dus. Et s'agissant du forfait social, ça concerne les entreprises de 250 salariés plus. L'assiette, c'est la fraction qui est exonérée de cotisations sociales. Sur le régime social de la PPV à compter du 1er janvier 2024, c'est le même. Autrement dit, pas de cotisation sociale, CSG-CRDS et forfait social pour les entreprises de 250 salariés et plus. Passons maintenant sur le régime fiscal de la PPV. Bon, c'est plus facile. Là encore, il faut distinguer selon que la PPV est versée en 2022-2023 versus à compter du 1er janvier 2024. Si elle est versée en 2022 ou 2023 et si la rémunération du salarié est inférieure à 3 SMIC, pas d'impôt sur le revenu. Si en revanche elle est supérieure à 3 SMIC, il y aura impôt sur le revenu et à compter du 1er décembre 2024, c'est le même régime qui s'applique. Autrement dit, il y aura soumission à impôt sur le revenu de la PPV. Comment la PPV est-elle mise en place? Alors, c'est assez facile, soit elle est mise en place par accord d'entreprise, selon les modalités qui s'appliquent à l'accord d'intéressement, et on y reviendra peut-être brièvement, ou par décision latérale de l'employeur, et pour une durée qui est égale ou supérieure à 1 an ou un exercice. Deuxième chose, qu'est-ce que doit contenir l'acte mettant en place la PPV?
Là, c'est assez facile. D'abord, l'acte il doit préciser quel est le montant de la PPV. Et éventuellement, cet acte, autrement dit cet accord ou cette décision unilatérale, peuvent préciser le niveau maximum de rémunération au-delà duquel la PPV ne sera pas versée aux salariés. Ce que peut préciser cet acte aussi, c'est les critères de modulation du montant de la PPV, si on souhaite, l'employeur, moduler le montant de la PPV entre les salariés éligibles. Et à ce moment-là, des critères dont le nombre est limitatif ainsi que l'énonciation devront être utilisés. Et parmi ces critères, vous trouverez par exemple le critère de la rémunération, de la classification, de l'ancienneté du salarié. Dernière chose, j'allais dire, sur les modalités de versement de la PPV, on peut la verser en plusieurs fois. 4 fois ou plus dans l'année, c'est-à-dire une fois par trimestre. Le dispositif est applicable dès le 1er juillet 2022. Pour l'année 2022, gardez-le en tête, la PPV peut être cumulée avec la fameuse PEPA. Enfin, dernière chose, la PPV devrait être mentionnée sur le bulletin de paye. Maintenant, on peut passer au déblocage anticipé de l'épargne salariale, qui est la deuxième mesure clé de cette loi sur le pouvoir d'achat. Alors d'abord, quelques mots sur les dispositifs d'épargne salariale pour que vous les ayez en tête. Un dispositif d'épargne salariale, il a pour objectif de permettre à un salarié de se constituer un capital, souvent avec l'aide de l'employeur, en bénéficiant d'un régime de fiscalité favorable. Et en contrepartie de ce bénéfice fiscal de faveur, eh bien, l'épargne salariale est bloquée pendant un certain temps. Et ce certain temps, c'est en règle générale 5 ans. Mais en même temps, la loi prévoit des cas de déblocage anticipé de cette épargne salariale lorsque survient un événement exceptionnel, le décès, le mariage, la naissance d'un enfant ou d'autres événements. Quelles sont les grandes lignes de ce déblocage anticipé? D'abord, c'est un nouveau cas de déblocage anticipé. Le salarié, on y reviendra, peut débloquer son épargne salariale pour financer un bien ou une prestation de service. Donc vous voyez bien qu'ici, que l'objectif de la loi, c'est de soutenir les besoins de consommation courante du salarié. C'est une mesure exceptionnelle puisqu'elle ne s'appliquera que pour l'année 2022. Les grandes lignes de ce déblocage anticipé. Je vous l'ai déjà dit, si le salarié débloque, c'est pour financer l'achat d'un bien ou d'une prestation de service. Il a une date limite pour faire sa demande, c'est le 31 décembre 2022. Le montant maximum qui puisse être débloqué, c'est 10 000 € net de prélèvements sociaux. Le champ d'application est très large puisqu'il concerne tous les salariés, dès lors, j'allais dire qu'ils ont investi leur participation ou leur intéressement dans un plan d'épargne, et toutes les entreprises, dès lors que ces mêmes entreprises ont mis en place un régime de participation d'intéressement et disposent d'un plan d'épargne. Le régime social et fiscal, il est simple. Les sommes débloquées sont exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, et c'est le même régime qui s'applique aux revenus qui ont été générés par ces mêmes sommes, avec une réserve sur l'obligation de payer les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 sur ces mêmes revenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'il faut dire du côté du salarié de la demande de déblocage? Ce que vous savez déjà, c'est qu'il faut faire une demande, d'accord ? Une demande pour financer, encore une fois, l'achat d'un bien ou d'une prestation de service. Vous savez aussi que cette demande doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022 et qu'elle doit être faite soit à l'employeur, soit à l'organisme gestionnaire. Gardez en tête que le salarié a seulement une obligation déclarative. Il n'a pas à fournir les pièces qui vont permettre de justifier l'achat de ce bien ou de ce service. Un mot sur le contenu de la demande. Elle doit être datée, signée. Il faut évidemment que le salarié indique le montant du déblocage et puis préciser aussi que cette demande intervient en application de la loi pouvoir d'achat. Du côté de l'employeur, qu'est-ce qu'il faut retenir? 2 choses. D'abord, c'est que l'employeur a une obligation d'information. Il doit informer le salarié au plus tard le 17 octobre 2022 de la possibilité pour le salarié d'opérer un déblocage anticipé. Deuxième chose, c'est que si la demande est faite, l'employeur doit débloquer. D'accord ? Il n'a pas d'autre choix que de débloquer, c'est une obligation qui lui est faite. Dernière chose à garder en tête sur le déblocage côté employeur, c'est que dans certains cas, un accord devra être nécessaire pour que le déblocage puisse s'opérer. Dans 2 circonstances, mais une en particulier qu'il faut retenir, c'est lorsque l'accord de participation, le règlement de plan d'épargne, prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise, d'une entreprise qui est liée, ou de parts de FCPE ou de SICAV. Dans cette hypothèse-là, il ne suffit pas que le salarié fasse sa demande et que l'employeur accepte, un accord de déblocage devrait être mis en place.
Dernière chose sur les sommes qui peuvent être débloquées et celles qui ne peuvent pas l'être. Les sommes qui peuvent être débloquées, c'est assez simple, hein, prime de participation, d'intéressement, supplément de participation, d'intéressement, l'abondement de l'employeur aussi. Et sur les sommes qui ne peuvent pas être débloquées, gardez en tête au moins une chose, c'est que les sommes qui sont investies sur un plan d'épargne retraite ne peuvent pas être débloquées. C'est le cas du PERCO, du PERECO comme on le dit, ou du PERHOB qui a remplacé l'article 83. Dernière chose sur la loi de pouvoir d'achat, c'est le développement de l'intéressement. Sur le développement de l'intéressement, il y a plusieurs leviers qui sont utilisés par la loi. On reviendra sur 2 leviers et pas le troisième que j'ai mentionné simplement ici pour mémoire. 1, une mise en place de l'intéressement qui est simplifiée, puis 2, une procédure de contrôle qui a été allégée. Commençons par la simplification et la mise en place. Sur la simplification et la mise en place, je ne vous dirai rien de la possibilité de mettre en place de manière unilatérale, c'est-à-dire par décision latérale de l'employeur, l'intéressement, parce qu'elle concerne les entreprises de moins de 50 salariés. En revanche, et là c'est un dispositif qui s'applique à toutes les entreprises, on va allonger la durée des accords, puisque les accords passent de 3 à 5 ans. Et par ailleurs, ce qu'on va prévoir aussi, c'est un renouvellement tacite qui était déjà prévu, mais qui peut intervenir à plusieurs reprises, et pas seulement une seule fois. Alors pour que ce renouvellement tacite puisse intervenir, de l'accord d'intéressement ou de la décision latérale le cas échéant, encore faut-il évidemment que cette possibilité de renouvellement tacite ait été prévue, et que, avant l'expiration du terme de l'accord d'intéressement, les parties ne se soient pas opposées ou n'aient pas demandé la renégociation de l'accord d'intéressement. Deuxième chose sur cette mise en place facilitée de l'accord d'intéressement, c'est la mise en place d'une procédure de rédaction dématérialisée de l'accord, en utilisant un site de l'administration, ce qui permet de rédiger plus facilement l'accord. Et en plus, j'allais dire, cette rédaction dématérialisée donnera de la sécurité juridique puisque l'accord sera réputé conforme aux dispositions légales dès son accord, dès son dépôt. Dernière chose, sur le développement de l'intéressement et de l'épargne salariale d'ailleurs en général, c'est une procédure de contrôle allégée. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'essentiel, on va supprimer le contrôle de forme de la DDTETS qui était un délai d'1 mois. En revanche, est maintenu le contrôle de fond par l'URSSAF pour obtenir la modification ou le retrait de clauses de l'accord qui sont illégales, mais le résultat de la suppression de ce contrôle de forme, c'est de réduire la durée totale du contrôle. La durée totale du contrôle qui passe pour les accords d'intéressement à 5 mois au plus et à 3 mois pour les autres dispositifs d'épargne salariale. Dernière chose et dernier volet de cette présentation, c'est les principales mesures de la loi de finances rectificative pour 2022. Et là encore, il y en a 2. Commençons par la première, c'est le rachat majoré par l'employeur des jours de réduction du temps de travail. Alors d'abord, gardez en tête une chose importante, c'est que les JRTT dont on parle sont les JRTT qui ont été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. De manière plus précise, on parle des journées ou demi-journées de repos qui ont été acquis au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail, que ce dispositif d'ailleurs ait été introduit avant ou après la loi du 20 août 2008, c'est un élément indifférent. Il y a des JRTT qui ne sont pas concernés, donc ne sont pas concernés par ce rachat. Les jours de repos forfait jour ne sont pas davantage concernés par ce rachat. Les jours de repos qui ont été acquis par le salarié en remplacement d'heures supplémentaires. De même, les jours de repos affectés sur le CET ne sont pas concernés. Pour qu'il y ait rachat, il faut d'abord qu'il y ait demande du salarié. Et cette demande n'est soumise à aucun formalisme. La demande peut porter d'ailleurs sur tout ou partie des jours de rachat, des jours acquis par le salarié. Il ne suffit pas qu'il y ait une demande, il faut aussi qu'il y ait un accord de l'employeur. Et l'accord de l'employeur peut porter sur tout ou partie de la demande qui est présentée par le salarié. Ce qui est important, et vous l'avez compris, c'est que ce rachat est majoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des jours de repos vont être rachetés par l'employeur, ce qui veut donc dire, premièrement, d'abord que le salarié va travailler pendant ces jours rachetés. La deuxième chose, c'est que si le salarié travaille pendant ces jours rachetés, il va recevoir une majoration, une rémunération majorée. Et le taux de majoration applicable, c'est celui applicable à la première heure supplémentaire. Ce qui veut donc dire que c'est 25%, sauf s'il existe un accord collectif prévoyant un taux de majoration inférieur ou supérieur. Dernière chose, c'est que le régime fiscal et social de ces rachats de JRTT est aligné sur celui des heures supplémentaires. Je vous le rappelle brièvement, exonération d'impôt dans la limite de 7 500 €, exonération de cotisations salariales, de vieillesse et par ailleurs déduction forfaitaire patronale.
Deuxième dispositif, et j'en aurai fini, c'est l'amélioration de la prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail. D'abord, les années 2022 et 2023 sont concernées. Et puis, il y a un autre dispositif sur lequel on reviendra, qui est un dispositif qui s'applique sans limitation de durée. Commençons d'abord par l'amélioration de la prise en charge des frais de transport domicile-travail pour les années 2022-2023. D'abord, une prise en charge facultative des frais d'abonnement au transport public. Vous savez tous qu'il existe une prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transport, abonnement au transport public, qui est de 50%. Mais l'employeur peut aller au-delà de cette limite. Et aller au-delà de cette limite, c'est aller jusqu'à 25% du coût total des abonnements. Ce qui veut donc dire que la limite totale ou la prise en charge totale par l'employeur du coût total des abonnements au transport public peut aller jusqu'à 75%, 50% obligatoire, 25% facultatif. Deuxième dispositif important, c'est la prime de transport. Elle existait déjà. La prime de transport, je vous le rappelle, c'est celle qui est destinée à financer les frais de carburant et puis les frais d'alimentation des véhicules non thermiques, c'est-à-dire électriques, hybrides et hydrogène. Première chose que fait la loi de finances rectificative pour 2022, c'est qu'elle supprime les conditions d'éligibilité de la prime transport. Autrefois, cette prime ne pouvait être versée que si le salarié ne disposait pas d'un moyen de transport collectif ou s'il était dans l'impossibilité d'utiliser ce mode de transport collectif. Désormais, ces conditions restrictives sont supprimées et la prime de transport, elle est ouverte à tous les salariés sans aucune condition. Ça, c'est la première modification. Deuxième modification, la prime de transport est cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50% des frais d'abonnement au transport public. Et puis, troisième chose importante, c'est qu'on va augmenter le plafond d'exonération fiscale et sociale de cette prime de transport, puisqu'elle passe à 700 € par an au lieu de 500 €, dont 400 € maximum au titre des frais de carburant. Dernière chose sur ces années 2022 et 2023, c'est le forfait mobilité durable. Là encore, il existait déjà le forfait mobilité durable. C'est la prise en charge des frais de transport qui sont exposés par un salarié qui utilise, comme on dit, de la mobilité douce. La mobilité douce, c'est votre vélo électrique, c'est le covoiturage, c'est votre trottinette électrique par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va augmenter, là encore, le plafond d'exonération fiscale et sociale de ce forfait mobilité durable qui passe à 700 € et on va augmenter les plafonds d'exonération en cas de cumul. En cas de cumul entre le forfait mobilité durable et la prime de transport. Et là encore, on augmente dans les mêmes proportions que pour la prime de transport. C'est 700 € par an, dont 400 € maximum pour la prime de transport, avec des dispositions plus favorables encore quand on appartient à des DROM, c'est-à-dire départements et régions d'outre-mer. Dernière chose enfin, c'est le forfait mobilité durable, là encore, et là c'est une sans limitation de durée, donc ça ne concerne pas seulement les années 2022 et 2023. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va augmenter le plafond d'exonération en cas de cumul. Vous voyez, on est vraiment cumulard avec cette loi de finances rectificative, cumul entre le forfait mobilité durable et la prise en charge obligatoire de 50% des frais d'abonnement au transport public. Là encore, on augmente le plafond qui passe à 800 € au lieu de 600 €. Voilà, j'en ai terminé avec ces mesures sociales et maintenant je vais passer la parole à Bénédicte qui va clore cette matinée d'arrêté des comptes. Bien, nous arrivons au bout de ce marathon. Quelques informations à porter à votre attention. La première, ce sont les sessions que nous avons dans les quelques mois à venir. La première est sur l'actualité dans le secteur bancaire. Elle aura lieu le 29 novembre en présentiel. La deuxième, ce sera le 13 décembre, une session de Q&A sur le texte de l'ANC sur les comptes consolidés en normes françaises. La troisième, c'est le 5 janvier sur la loi de finances 2023. De la même façon, je voulais vous informer que le programme Best Managed Company, les inscriptions sont ouvertes. Donc ce label, en fait, récompense les entreprises pour leur capacité de gestion et de performance. Et donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 16 décembre, tout à fait. Et nous arrivons au terme de cette session. J'espère qu'elle vous aura beaucoup intéressé et je vous souhaite un excellent appétit. Bonne journée.